Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2009 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 63 de notre émission Entre nous soit dit, qui doit être, si j'ai bien compté, la 132e émission de Reichmann TV. Vous voyez que les choses progressent, au moins en ce qui concerne le temps pendant lequel nous faisons des émissions et bien entendu l'audience ne cesse de progresser et je vous remercie vivement de nous être fidèles et de rendre d'autres personnes fidèles également. Aujourd'hui, le grand débat économique, financier et, je dirais d'une façon générale, le débat politique tourne autour de deux grandes tendances qui s'appellent les keynésiens et les autrichiens. Alors, ça n'est pas les Indiens, les cow-boys et les Indiens, comme on disait à une certaine époque, mais ce sont effectivement deux tendances très lourdes qui ne sont pas nées d'ailleurs en même temps, mais qui divisent réellement le débat économique, politique, social et financier surtout, et pour nous éclairer sur ces tendances profondes, sur leurs origines et surtout sur l'impact qu'elles ont sur le débat actuel, j'ai le plaisir d'avoir invité et d'accueillir le professeur Guido Hülsmann. Bonjour Guido Hülsmann. Bonjour Monsieur Reichmann. Vous êtes donc professeur à l'université d'Angers, vous êtes allemand d'origine, et peut-être même toujours d'ailleurs, toujours allemand, on n'a pas de raison de changer sa nationalité parce qu'on enseigne ailleurs, et vous êtes également ce que l'on appelle un senior fellow, c'est-à-dire un enseignant, je dirais senior, c'est-à-dire c'est le contraire de junior, c'est-à-dire pas tout à fait débutant. Voilà, un peu plus expérimenté. Un peu plus expérimenté à l'Institut Ludwig von Mises, qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve d'ailleurs en Alabama, à Auburn, et qui est un institut dont vous nous parlerez, parce que je crois que c'est quand même très important. Il est le gardien, en quelque sorte, de la pensée de celui qui fut un des grands ancêtres de l'école autrichienne, après Bawerk et quelques autres, mais enfin qui est aujourd'hui encore reconnu comme une autorité incontestable dans le monde de l'économie. Et donc, vous avez 2 fois par an l'occasion de vous rendre en Alabama afin d'y donner des cours au cours de l'université d'été d'une part et au cours d'une session qui a lieu, je crois, au mois de mars. Oui, c'est une conférence scientifique. Voilà. Vous avez publié récemment des ouvrages en anglais, je ne vais pas les montrer puisqu'ils ne sont pas forcément disponibles sur le marché français dans les médias. Oui, c'est correct. Voilà, mais j'espère que la traduction viendra bientôt et que nous pourrons bénéficier de vos travaux. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir parce que, effectivement, vous avez, au cours des années, publié un certain nombre d'ouvrages et lancé un certain nombre d'idées, mais celle qui m'a le plus accroché ces temps derniers, c'est votre fameux article sur la théorie des cycles d'erreur. Et là, je dois dire que les cycles d'erreur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup à 2 égards. Le premier, c'est une chanson d'Henri Salvador, que vous connaissez peut-être. Non. Non, eh bien, c'est un chanteur français qui vient de décéder, et qui avait effectivement un grand talent de chanteur de jazz, et qui avait produit un disque qui d'ailleurs n'a eu que très peu de succès, mais qui était un de ses meilleurs disques, dans lequel il y avait une chanson qui disait « J'ai dû faire le con quelque part ». Et qui était tout à fait remarquable. Alors donc la théorie des cycles d'erreur, ça m'a tout de suite parlé, parce que je me suis dit, voilà quelque chose qui va effectivement nous interpeller, comme on dit, car en France, en ce qui concerne les erreurs, j'ai quand même le sentiment que nous sommes certainement parmi les plus performants. Oui, mais la France n'en a pas le monopole. Non, exactement, nous avons d'autres monopoles, mais pas celui-là. Alors, pourriez-vous d'abord nous dire pourquoi vous avez pris d'une certaine manière, non pas le contre-pied, parce que ce serait trop dire, mais vous avez en quelque sorte, je dirais, voulu compléter la théorie de Mises sur les cycles économiques, et dans votre article, un long article, dans lequel, qui est un quasi-ouvrage d'ailleurs, dans lequel vous déployez donc ces idées, vous dites à un moment, et ça c'est une phrase qui devrait être au fronton des mairies en même temps que les termes de liberté, d'égalité et fraternité, savoir que les institutions injustes n'ont que 2 issues possibles, soit elles détruisent la société, soit à l'occasion d'une crise, la société les détruit. Et je trouve que ce sont des propos particulièrement révélateurs à l'époque que nous vivons, car quelle est finalement la situation actuelle dans le monde, pas seulement en France. Nous avons un certain nombre d'institutions qui, on le voit aujourd'hui, ont fini par détruire, sont en train de détruire la société. Et le problème est, vont-elles, ces institutions, être détruites à leur tour? Quelle est votre réponse?
Mais le problème général que nous confrontons aujourd'hui, c'est un fruit de quelque manière du positivisme qui veut que la société humaine ait un construit pur de l'imagination humaine, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelque chose comme des lois naturelles des sociétés, comment les sociétés se forment, comment elles se maintiennent, comment elles fleurissent, mais que tout est une construction. Et donc, on peut, si l'on a suffisamment de puissance, simplement imposer un schéma imaginé sur la société et la faire fonctionner selon ce schéma. Et ceci s'oppose donc à ce que nous enseigne la science économique, à ce que nous ont appris les économistes classiques et leurs successeurs, donc les économistes autrichiens, mais il y a d'autres économistes qui sont excellents aujourd'hui, et qui ont découvert la présence, l'existence de ces lois naturelles de la société, et qui nous disent que, voilà, si l'on dévie, disons, du fondement naturel d'une société, qui est le droit de propriété, des droits de propriété privée, et on crée des effets pervers. C'est ça. Donc les infractions aux droits de propriété, nous les appelons des interventions. Et donc, évidemment, dans l'histoire humaine, toutes les sociétés ont plus ou moins été marquées par des interventions, mais jusqu'à assez récemment, à l'échelle de l'expérience humaine, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, on ne s'est pas imaginé qu'on puisse simplement supplanter ces droits de propriété, les principes de justice qui s'y rattachent. Donc c'est seulement uniquement après Hobbes, donc le philosophe anglais, qui a théorisé l'état Léviathan, qu'on a conçu donc de la société comme un pur construit conventionnel, et peu à peu créer des infractions de plus en plus poussées au droit de propriété. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à cette époque qu'est né véritablement ce que l'on appelle aujourd'hui le constructivisme. C'est-à-dire qu'on veut construire une société à partir d'idées préconçues qui sont dans le cerveau humain, mais qui ne sont pas forcément dans les lois de la nature. Voilà. C'est à peu près comme ça que les choses se présentent. Alors, est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire des systèmes, des institutions injustes détruites? Que se passe-t-il dans ce cas-là? Il y a plusieurs exemples, c'est quelque chose qu'on oublie peut-être trop facilement. Il y a plusieurs exemples de grandes civilisations qui sont quand même disparues. L'Empire romain, divers empires chinois, des empires latino-américains, aztèques, incas, etc. Tout cela sont donc des constructions politiques qui sont finalement disparues parce que, premièrement, par leurs propres contradictions, et finalement, elles ont été balayées lorsque elles se sont affaiblies de l'intérieur suffisamment pour être balayées par des forces extérieures. Dans le cas de l'Empire romain, c'était les invasions germaniques. Dans le cas des empires aztèques et incas, c'était les invasions espagnoles. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas tout à fait dans ce cas d'école. Heureusement. Heureusement, puisqu'il n'y a pas, en tout cas pour l'instant, de guerre mondiale. Mais nous sommes quand même face à des cycles qui sont en train de se terminer manifestement et qui répondent à la première de vos analyses que vous venez d'exposer, à savoir destruction par le jeu des forces internes et des contradictions internes de ces systèmes. Alors de ce point de vue-là, on est quand même face à des situations qui ne sont pas absolument identiques. Parce qu'aux États-Unis, ce qui est en train de se détruire, c'est un système où manifestement le crédit était devenu fou. Il avait inondé le marché d'argent et donc les gens finalement avaient des biens qui ne reposaient que sur le crédit, c'est-à-dire sur pas grand-chose. Alors qu'en Europe et singulièrement en France, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on a asséché les revenus des particuliers au profit d'un État redistributeur. Et finalement, la crise va avoir des effets assez différents. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment aux États-Unis et en Europe. Comment voyez-vous, vous, les conséquences de cette crise mondiale d'abord et d'autre part en ce qui concerne ces deux aspects que je viens d'évoquer? Je pense que les problèmes sont plus graves aux États-Unis à court terme, mais que structurellement, le pays est en meilleure santé que nous ne le sommes. C'est-à-dire, si la crise se répand chez nous, et elle est en train de le faire, nous aurons beaucoup plus de difficultés de la surmonter, parce que nous sommes paralysés davantage par une présence étouffante de l'État dans tous les domaines, et non seulement, alors cette présence se montre non seulement par des dépenses et par des activités
disons, productrice de l'État, mais aussi par les réglementations qui sont peut-être les plus nuisibles et qui empêchent les particuliers, donc les individus, les associations, les entreprises, à s'adapter aux nouvelles conditions. Parce qu'une crise, c'est ça en fait. La seule manière de surmonter une crise, c'est de changer de voie, d'abandonner ce qu'on a mal fait dans le passé et de démarrer de nouvelles manières de produire les choses et de coopérer. Alors, en ce qui concerne les États-Unis et l'Europe, on a un excellent exemple. L'Europe, plutôt la France, parce que dans les autres pays d'Europe n'ont plus tellement d'industrie automobile, mais la France en a une encore, elle a deux firmes importantes, Peugeot, le PSA et Renault, et la façon d'aborder les problèmes n'est pas du tout la même. Aux États-Unis, on va distribuer de l'argent manifestement aux industries de l'automobile, mais ce qu'on leur demande, je parle déjà même du plan Obama, d'après ce que l'on peut savoir, il semblerait qu'on va leur demander de se restructurer et de faire en sorte d'ouvrir une nouvelle ère de l'industrie automobile. En France, ce que l'on sait, c'est que M. Sarkozy a, semble-t-il, décidé d'aider l'industrie automobile, mais à deux conditions. Un, qu'il n'y ait pas de licenciement, et deux, qu'il n'y ait pas de délocalisation. C'est-à-dire qu'on va interdire à l'industrie automobile de se restructurer. Donc, à terme, que va-t-il se passer? Je pense que l'industrie automobile, je ne sais pas si vous êtes d'accord, américaine finira par se redresser, pas dans le même état où elle est actuellement, et que l'industrie française va forcément à un moment ou à un autre s'affaisser. Exactement, donc c'est exactement oui, c'est le risque qui se présente. C'est ça le plus grand mal qui est fait par les orientations politiques actuelles, non seulement en France, un peu partout en Europe, mais c'est particulièrement marqué dans les discours et les intentions affichées du gouvernement français que de préserver l'état actuel des choses. Tandis que si l'on a une crise, c'est bien la manifestation qu'on a fait de mauvais investissements dans le passé, c'est-à-dire qu'on a mal utilisé les ressources réelles dont dépend notre bien-être, notre revenu réel, dans le passé. Donc il faut changer les choses. Maintenant, octroyer des crédits à tout le monde pour que rien ne change, pour laisser les choses tranquilles, c'est commode sur le plan politique, parce que le changement est toujours désagréable, il y a des nouveaux pouvoirs qui émergent, etc. Mais du point de vue économique, des intérêts communs du pays, c'est désastreux. Alors précisément, nous avons adopté la stratégie de Tommaso di Lampedusa dans le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Et apparemment, les Américains, qui sont un pays où on sait changer les choses, même si on peut faire beaucoup d'erreurs, ont compris qu'il allait falloir changer réellement. Et de ce point de vue, il est quand même intéressant, c'est un peu tôt pour en parler, parce que le président élu n'est en fonction qu'aujourd'hui même, donc on ne peut pas savoir réellement ce qu'il va faire, mais en tout cas l'approche qui semble être la sienne et celle de ses conseillers, c'est quand même d'aller vers un changement. Ce système n'a pas marché, ou plus exactement il a failli, donc il va falloir changer de système. Et d'ailleurs, le seul fait que le président Obama et non seulement lui, le président Bush a également octroyé des aides plus ou moins temporaires à l'industrie automobile et d'autres industries, financières, etc., est déjà une infraction à ce que les Américains appellent l'esprit américain, qui veut qu'il y ait responsabilité, et bon, si une entreprise fait faillite, et même si c'est une industrie entière qui s'écoule, voilà, tant pis. Elle n'est plus utile, donc il faut utiliser les gens qui y travaillent, les capitaux qui étaient investis autrement, de manière profitable, de manière à produire des biens qui sont véritablement désirés par les citoyens. C'est ce que les économistes appellent une meilleure allocation des ressources. Voilà, c'est une expression technique. Voilà. En France, quand on parle d'allocation, c'est plutôt ce qu'on touche pour ne pas travailler. Mais enfin, les économistes ne sont pas tout à fait d'accord non plus avec l'expression française. Alors, précisément, nous sommes en train d'approcher quand même de ce que je disais en commençant cette émission, à savoir des conséquences et plutôt des points de vue différents selon ceux dont on se réclame. Bon, actuellement, il est manifeste que les keynésiens, c'est-à-dire ceux qui se réclament peu ou prou de la doctrine de Keynes, économiste britannique célèbre qui a notamment brillé dans les années de l'après-crise, à partir de 1930, et qui a notamment illustré la reconstitution d'un système financier international et monétaire en 1945. Mais au fond, ceux qui se disent keynésiens en France sont souvent de simples étatistes. La plupart du temps, ils n'ont même pas lu Keynes, d'ailleurs.
Bon, je ne peux pas répondre à cette question si moi, dans je le peux Keynes répondre ou parce non. qu'ils ne lisent pas, ils n'ont jamais rien lu. Donc, enfin, étant donné que vous êtes un universitaire, je ne voudrais pas vous mettre dans une position délicate. Mais moi, étant donné que je fais aussi de la politique, donc je peux me permettre de le dire. Donc, bon, mais quand même, on ne peut pas dire que Keynes n'était pas étatiste, tandis que les keynésiens français sont des étatistes. Keynes avait bien une pensée bien étatiste, et c'est d'ailleurs une pensée ancienne, c'est-à-dire les idées, c'est ce qu'on avait reproché Keynes de la part de ses critiques, c'est justement qu'il n'a pas avancé de nouvelles idées, il a repopularisé des idées qui étaient à la mode avant l'apparition des économistes classiques, c'est-à-dire Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo et leurs disciples à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Le véritable révolutionnaire en sciences économiques n'est pas Keynes, c'est Adam Smith. Adam Smith propose un programme inouï, complètement nouveau. Keynes fait un pas en arrière. C'est un contre-révolutionnaire, si vous voulez. C'est l'ancien régime qui revient avec Keynes. Keynes popularise la notion, qui était donc dominante avant Adam Smith, que ce qui détermine la richesse des nations sont les dépenses. Et surtout donc le niveau des dépenses monétaires, le niveau global des dépenses. Et ce qui se passe dans les crises, c'est précisément que le niveau global des dépenses diminue, au risque de diminuer si on ne fait rien. C'est ce qui se passe au moment actuel. Donc c'est la tendance déflationniste qui se montre et qui est donc vivement combattue par la majorité des économistes contemporains qui ont une inspiration keynésienne et combattent la déflation précisément parce qu'ils s'opposent, ou pas parce qu'ils s'appuient sur les idées de Keynes. Donc il faut stabiliser le niveau des dépenses globales. Adam Smith, il a donc effectué une rupture. Ce qui compte, ce n'est pas la monnaie ne nous enrichit pas, les véritables sources de notre richesse, c'est le travail, la division du travail et surtout l'accumulation du capital qui rend le travail plus productif. Donc il a négligé complètement cet aspect monétaire. Ce qu'il n'a pas bien fait, c'est d'expliquer comment cette idée se traduit concrètement dans les entreprises, dans les questions d'embauche, dans le choix des projets d'investissement, etc. Parce que Smith avait une mauvaise théorie de la valeur et des prix. Et donc, c'est uniquement à partir de la fin du XIXe siècle, avec l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école autrichienne, dont Ludwig von Mises, dont nous avons déjà parlé, voilà, qu'il y avait ce complément de la théorie classique. Seule l'analyse des processus de marché en termes des prix, des différences de prix, hein, on peut donc revalider les idées de Adam Smith. Alors effectivement, nous sommes face à une situation où, bien entendu, les théoriciens ont beau jeu, puisqu'ils ne font que de la théorie, mais lorsqu'ils deviennent praticiens, ça devient un petit peu plus difficile. Alors actuellement, en effet, on a eu, me semble-t-il, deux phases. Bon, la première phase, c'est quand même celle qui a eu trait au système bancaire, financier et bancaire. Là, on était face à ce qu'on appelle un risque systémique, c'est-à-dire l'effondrement général de l'ensemble des banques. Et par conséquent, ce risque, là, je vous dirai ce que vous en pensez, semble-t-il été provisoirement écarté. Je dis bien provisoirement parce que nous avons appris, pas plus tard qu'hier, une importante banque britannique, la Royal Bank of Scotland, RBS, était à la tête, entre guillemets, de pertes de 29 ou 30 milliards de livres, ce qui est énorme, mais ça indique effectivement que le système bancaire n'est pas encore sauvé réellement. Et puis il y a l'autre versant, le versant purement économique. Alors vous avez écrit un article retentissant dans la Tribune il y a quelques jours, retentissant à tous égards, parce que c'est un article absolument remarquable. D'abord, vous dites les choses avec une précision que je qualifierais volontiers de clinique, en disant mais il faut laisser le ménage se faire. En substance, peut-être j'exagère un peu la dureté de votre propos, mais vous dites que si on ne fait pas le ménage dans ce qui n'a pas marché, eh bien on va traîner pendant des années et des années un système qui ne fonctionnera toujours pas. Alors au fond, est-ce qu'on peut aujourd'hui, par exemple, dire à l'industrie automobile, tant pis, vous n'avez pas réussi, le problème on ne vous aide pas. La question n'est peut-être pas de savoir est-ce qu'on aura encore une industrie automobile
dans 5 ans ou dans 10 ans, mais quelle sera donc la nature, quel sera l'aspect concret de cette industrie automobile, quelles seront les quantités produites, quel type, comment est-ce qu'on va produire, etc. Donc en tout cas, il faudrait y avoir des changements. Le problème, effectivement, si l'on se refuse de remanier les industries, de les couper où c'est nécessaire, d'élargir là où l'on peut, créer de nouveaux projets qu'on n'avait pas abordés dans le passé, et on gaspille les ressources. Ce qui est important dans l'économie, c'est de reproduire, c'est donc une idée des économistes classiques, de reproduire la valeur qui a été consommée dans la production pour créer des richesses plus importantes dans l'avenir. Et ceci, le critère par lequel nous évaluons ceci est la rentabilité. Donc, si l'on subventionne artificiellement les industries non rentables, ça veut dire que l'on gaspille les ressources. En le faisant, donc, on ne peut pas changer le fait qu'elles soient non rentables. Donc, en fin de compte, le remaniement va avoir lieu, mais on se donne davantage de temps, et ça veut dire donc on gaspille davantage de ressources. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de prolonger artificiellement la phase de la crise. La crise pourrait se produire en théorie très très rapidement. Il n'y a pas de raison pour laquelle... Oui, se résoudre, vous voulez dire, se résoudre très rapidement. C'est-à-dire les changements nécessaires pourraient être effectués très rapidement. Voilà. Très rapidement. On peut abandonner les usines qui sont en place, ou vendre, liquider les actifs, etc. Très rapidement, c'est une question de quelques jours, quelques semaines. Si on a donc tout de suite une saisie réaliste de la situation telle qu'elle est. Et alors, à quoi certains ajoutent, oui, mais l'élément humain existe. Alors, effectivement, ceux-là même qui, comme vous, disent qu'il faudrait peut-être, au fond, trancher dans le vif, rajoutent aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qu'après tout, il est moins coûteux et moins difficile et plus utile d'aider ceux qui sont victimes, c'est les salariés pour l'essentiel, de la crise, que d'aider les entreprises elles-mêmes. Oui. C'est ce que j'ai... c'est ce que vous avez écrit dans votre article aussi. Oui, donc je pense la chose est évidente. La crise va frapper. Donc, puisqu'elle demande, alors la résolution, puisqu'elle demande à tout le monde de refaire sa vie, plus ou moins, il y en aura un certain nombre, peut-être même beaucoup, qui ne le peuvent pas de leur propre force. Donc forcément, ils ont besoin de soutien. Ce soutien peut être organisé de différentes manières, peut-être par l'État. Je n'en suis pas forcément un avocat, mais une chose est claire, simplement subventionner les gens qui ne peuvent pas survivre la crise de leur propre force demande beaucoup moins d'investissement. Ce qu'on est en train de faire maintenant, donner d'un jour à l'autre, mobiliser des centaines de milliards d'euros de subventions aux industries financières, aux banques et aux industries automobiles et autres, un simple programme de subvention des gens faibles nous aurait coûté beaucoup moins. Donc c'est un énorme gaspillage de ressources. À ceci près quand même, et je reviens à l'aspect systémique, nous étions quand même, surtout après la chute de Lehman Brothers le 15 septembre dernier, dans une situation où d'un coup on a vu une partie importante du système financier, bancaire, s'effondrer. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu le laisser se produire l'effondrement, que finalement les États ont bien fait au moins d'interrompre, peut-être provisoirement, l'effondrement de ce système? Je crois que le premier fait qu'il faut toujours se rappeler, c'est que les industries financières ne créent pas de ressources. Ce que fait un financier, c'est de transférer des ressources existantes. Voilà. Donc, même si l'on n'a pas d'industrie financière, on aura toujours autant de ressources réelles, matières premières, des gens, des êtres humains, leurs compétences, leurs connaissances, leur imagination, tout cela ne va pas être affecté par la disparition des marchés financiers. Les marchés financiers peuvent rendre un service dans la mesure où ils respectent les règles d'une économie de marché, c'est-à-dire les droits de propriété, et à ce moment-là peuvent améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. Mais je ne suis pas le seul à penser qu'on a largement dépassé ce point, c'est-à-dire les industries financières, parce qu'en fait, elles violent de manière systématiquement les droits de propriété, ont en fait engendré des emplois inefficaces du capital. Donc c'est peut-être le moment où la crise est peut-être un moment opportun de couper aussi là, dans le vif. Il n'y a aucune nécessité pour une économie de marché d'opérer avec une industrie financière de 20%
du PIB. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, votre idée, c'est qu'une consolidation, c'est-à-dire en fait des rapprochements d'entreprises après disparition de certaines, est meilleure que l'idée de maintenir le système actuellement artificiellement. Oui. Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même un risque de voir tout d'un coup des pertes énormes pour les particuliers avec cette peur qui les poussera à retirer leurs capitaux, et là on assistera à une situation vraiment apocalyptique. Et dans une crise, il y a raison d'avoir peur, peut-être pour ceux qui sont fortement endettés, parce que ce sont précisément ces gens-là qui seront incapables de rembourser leurs dettes. Bon, donc il va y avoir une redistribution. Eux, ils vont perdre leurs actifs, mais ces actifs, physiquement, ne vont pas disparaître. Donc forcément, il va y avoir de nouveaux propriétaires, des créanciers, peut-être des employés d'une entreprise qui la reprennent à faible coût, parce que le patron s'est endetté, les employés ne sont pas endettés, ils vont peut-être former un collectif qui va reprendre l'entreprise. C'est imaginable. Donc, il n'y a pas de raison pour craindre sur le plan global la crise et la déflation, mais c'est vrai qu'il va y avoir une énorme redistribution, c'est-à-dire si l'État ne fait rien, il va y avoir une énorme redistribution des ressources, et les interventions massives des États occidentaux poursuivent essentiellement le but d'empêcher cette redistribution, c'est-à-dire de maintenir la structure des propriétaires actuels, les élites qui se sont installées grâce à ce système inflationniste que nous avons eu dans le passé, à leur place. Eh bien, nous allons reprendre notre souffle, parce qu'effectivement, nous avons parcouru à grandes enjambées tout ce paysage quelque peu chahuté, pour ne pas dire bouleversé, et bien sûr, nous allons, au cours de la deuxième partie de cette émission, approfondir notre analyse, et notamment, je crois que nous avons déjà commencé à faire comprendre à nos téléspectateurs la différence qu'il y a entre les Keynésiens et les Autrichiens, si bien que nous ne partirons pas dans cette deuxième partie totalement ignorants. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est le professeur Guido Hülsmann, qui est ici présent et qui nous accompagne au cours de cette balade, mais au sens poétique du terme, si l'on peut toutefois parler de poésie avec les événements actuels, à travers les décombres, ou ce qui est en train de se constituer comme les décombres d'un système financier, et la fin d'une théorie des cycles d'erreur qui est en train, elle aussi, de produire son résultat que vous avez parfaitement analysé, à savoir la destruction d'un certain nombre d'institutions nocives qui ont effectivement produit les effets qu'on mesure actuellement. Alors, nous avions commencé la partie précédente par définir les Autrichiens et les Keynésiens. Bon, nous avons défini qui sont les Keynésiens. En gros, ce sont les gens qui se réclament plus ou moins et plus ou moins consciemment des leçons, des théories, des ouvrages de John Maynard Keynes. Et maintenant, nous avons, je pense aussi, pas mal avancé dans la définition des Autrichiens. Mais au fond, pourquoi des Autrichiens? Parce que cette école est née dans ce qui finalement est presque, je dirais, un État idéal, un État en décomposition, l'Empire austro-hongrois. Est-ce que c'était ça qui a expliqué cette formidable poussée de liberté chez ces intellectuels de très haut niveau? Bon, je ne crois pas qu'on puisse généraliser à chaque fois qu'il y a un État en J'aimerais bien que ce soit ça. Mais, donc il y avait quand même un rapport entre l'Empire austro-hongrois qui était le bouclier qui s'est défini pendant les siècles comme le bouclier de la civilisation chrétienne et que la philosophie dominante dans la civilisation chrétienne était la philosophie réaliste d'Aristote et de saint Thomas, scolastique. Et ce que fait l'école autrichienne, c'est de bâtir ce fondement philosophique en fortifiant les idées développées par les économistes classiques. Donc, l'école autrichienne est apparue non pas dans le désir de supplanter quelque chose qui était là, donc de créer un nouveau schéma, mais de corriger un édifice qui existait déjà et de le rendre plus cohérent, plus valable. Donc l'école autrichienne qui commence donc avec Karl Menger, un professeur à l'université de Vienne à la fin du XIXe siècle, et se prolonge ensuite par plusieurs grands penseurs, Eugène
Böhm-Bawerk, ministre des Finances en Autriche, mais aussi un grand professeur, inventeur d'une macroéconomie réaliste. Et puis Ludwig von Mises, un grand disciple de Böhm-Bawerk, qui développe une macroéconomie monétaire 20 ans, plus de 20 ans avant Keynes. Il ne faut pas négliger ce point. Et par la suite, donc, il y a Friedrich von Hayek, un disciple de Mises, Murray Rothbard aux États-Unis, disciple de Mises aussi, qui est connu dans les cercles libéraux en France pour son anarcho-capitalisme, c'est-à-dire il refuse la légitimité de l'État moderne. Et de nos jours, donc, il y a des économistes autrichiens un peu partout dans le monde, non seulement en Autriche. En Autriche, en fait, il y a très peu. Il y a à nouveau un groupe de jeunes économistes qui s'est formé récemment, mais les économistes autrichiens existent un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, mais aussi en France. Donc, il y a des économistes tels que Pascal Salin, il y a Gérard Pramoulet, Philippe Nataf et autres qui travaillent dans cette tradition. Et donc, ce qui caractérise cette école autrichienne, c'est le réalisme de ces analyses, c'est-à-dire c'est le refus d'utiliser certains outils d'analyse comme un fétiche. Et cette remarque est importante pour expliquer la différence entre les Autrichiens et les autres économistes aujourd'hui qui s'insèrent dans une autre tradition, qui est la tradition intellectuelle positiviste. C'est-à-dire, ils essaient de faire de l'économie une espèce de mathématique appliquée. Donc, les économistes aujourd'hui, universitaires, aussi chercheurs dans les grandes institutions de recherche de l'État, sont des spécialistes de la modélisation. Et à cet égard, ils se distinguent des Autrichiens qui ne cherchent pas forcément, souvent pas du tout, à modéliser de manière mathématique leur pensée, mais de rendre la théorie aussi descriptive de la réalité que possible. Voilà comment on peut faire cette distinction. C'est une définition, en effet, qui me paraît compréhensible par tout le monde et qui, d'ailleurs, illustre parfaitement la méthode autrichienne, qui est une méthode quand même très souvent, j'allais dire presque expérimentale, dans la mesure où on constate ce qui se passe, et vous dites dans votre article relatif à la théorie des cycles d'erreur qu'au fond, la réalité ne peut presque jamais être décrite par la théorie, il faut la constater. Il y a un moment ou un autre, il faut regarder les choses. Alors effectivement, on a bien vu d'ailleurs dans la crise financière que c'est la modélisation qui est à l'origine de pas mal, enfin même de l'essentiel pourrait-on dire de la crise, parce qu'après tout ce sont des martingales. Tous les joueurs de casino savent parfaitement que les martingales n'ont jamais fait gagner personne. Eh bien pas plus les martingales des petits génies de la finance n'ont fait gagner, si à eux ils ont gagné beaucoup d'argent pendant longtemps, mais ils n'ont pas fait gagner aux firmes financières l'argent qu'ils étaient censés leur procurer. Donc voilà, l'école autrichienne, c'est une école presque de modestie, dirait-on, puisqu'il faut s'effacer devant les faits, et ensuite, naturellement, les analyses. Elle n'avait quand même pas le monopole de la modestie, de ce réalisme. Il y a, quand même, il faut le dire, il y avait beaucoup d'autres économistes aussi qui l'ont toujours répété, on ne peut pas modéliser le risque systémique. C'est le risque systémique qui nous a attrapés l'année, pas seulement l'année dernière, en 2007. On ne peut, les modèles mathématiques qui sont appliqués peuvent essayer de représenter un risque qui se présente pour un élément de l'économie, mais pas pour l'économie dans son ensemble. C'est justement ça, l'erreur dans laquelle sont tombés certains par excès. Donc si tout le monde calcule pour soi-même, sans prendre en compte les risques auxquels était posé le système dans son ensemble, évidemment, on ne peut pas écarter les risques systémiques. Et c'est le cas actuellement où on a bien vu. Et c'est un côté tragicomique d'ailleurs, parce que quand vous descendez l'échelle des responsabilités, à un moment ou à un autre, de cet énorme sommet financier, de ces masses de milliers de milliards de dollars, vous arrivez à un Américain pauvre qui ne peut pas payer. Oui. Et c'est quand même extraordinaire. C'est l'illustration même de l'impossibilité de décrire par une formule mathématique une situation qui est pourtant très simple. Bon, à l'origine des crises financières, il y a toujours quelqu'un qui ne peut pas payer. Oui. Mais cette fois-ci, les modèles mathématiques ont créé un payeur, en quelque sorte, qui n'avait aucune réalité. Bon, peut-être pour expliquer ça un peu plus de détails, le problème qu'on a confronté en particulier ces 30 dernières années, après l'abandon de l'étalon or
au début des années 70, mais pas seulement ces 37 dernières années, était donc la présence d'un aléa moral systématique dans le système monétaire, c'est-à-dire d'une incitation pour les participants au marché à se comporter de manière irresponsable. Une entreprise poursuit toujours simultanément 3 objectifs. Le premier, c'est la rentabilité, évidemment, mais aussi sa survie financière, tout simplement. Et pour assurer cette survie, elle doit financer une partie plus ou moins grande de ses investissements par des fonds propres. Parce que ce qui va se passer si elle fait des mauvais placements, ou s'il y a des changements macroéconomiques qui font que les valeurs monétaires de ces placements, de ces investissements vont baisser, et à ce moment-là, donc, les fonds propres vont diminuer, et elle aura peut-être à peine encore assez de l'argent pour rembourser ses dettes. Donc si elle n'a pas assez de fonds propres, elle devient vulnérable à l'égard des fluctuations de la demande globale, de la demande de son produit. Elle devient insolvable à partir du moment où la valeur monétaire de ses placements est inférieure à la valeur de ses dettes. Donc il faut garder assez de fonds propres. Il faut troisièmement garder assez de trésorerie pour honorer les obligations de paiement courant. Or, ce qui s'est passé en raison de la présence du papier-monnaie produit par les banques centrales, c'est qu'il y avait une incitation perverse pour les participants au marché d'économiser justement en termes de fonds propres et de trésorerie, puisqu'ils peuvent obtenir à tout moment des crédits illimités de la part des banques centrales, et je dis consciemment illimités, il n'y a aucune limitation physique ni commerciale. Il n'y a pas de nécessité pour les participants au marché de garder des fonds propres importants, une trésorerie importante. Donc, ils réduisent leur trésorerie, et il s'ensuit que les cas où les interventions des banques centrales deviennent nécessaires se multiplient. C'est-à-dire, le dispositif de sécurité, la seule présence de ce dispositif fait que son emploi devient de plus en plus fréquent. Même chose en ce qui concerne la stabilisation. Les banques centrales ont la mission publique de stabiliser non seulement les banques, mais aussi les marchés financiers. Et en raison de cette stabilisation, il devient moins important de garder les fonds propres importants. Donc, les participants au marché ont commencé à réduire leurs fonds propres. Pourquoi? Ainsi, ils peuvent bénéficier d'un effet de levier sur les bénéfices. Ça fait une grande différence si l'on réalise, disons, un profit de 500 000 euros sur des fonds propres de 500 000 euros. Donc à ce moment-là, ça vous fait 100%, c'est beaucoup. Ou si vous faites le même bénéfice avec 100 000 euros de fonds propres. À ce moment-là, vous avez 500% de profit. Donc il y a une incitation à réduire les fonds propres autant que possible. On ne le fait pas dans une industrie saine parce qu'il faut se protéger. Les fonds propres sont là pour se protéger. Mais si l'on est protégé par la politique monétaire, tout le monde le fait. Et donc, à nouveau, la conséquence de cette incitation est que les dangers qui peuvent menacer le système dans son ensemble deviennent de plus en plus petits. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc finalement, c'est juste quelques débiteurs américains, quelques ménages pas très affluents, etc., qui peuvent représenter un risque pour le système financier mondial. Et alors c'est là qu'on a vu effectivement se produire l'élément essentiel du débat. Certains nous ont dit, mais c'est la régulation qui n'a pas fonctionné. Oui, mais ce n'est pas à cause du marché. Oui. C'est à cause des États qui ont faussé le marché, justement en inondant de liquidités l'ensemble du système. Et on a bien vu, en outre, dans la fameuse affaire des subprimes, que ce sont les garanties offertes aux banques qui prêtaient, que ce soit des organismes de rehaussement de crédit comme Fannie Mae ou Freddie Mac, ou que ce soit des banques, tout simplement, ils prêtaient sans risque. Parce qu'ils se disaient, bon, effectivement, quoi qu'il arrive, Freddie ou Fannie me rembourseront, même si mon emprunteur fait défaut. Or, que s'est-il passé? Et c'est ce que personne n'avait vu. C'est que c'est justement Freddie et Fannie qui allaient se casser la figure, et non pas simplement l'emprunteur modeste. Et c'est là qu'on arrive au système, et c'est là finalement que la responsabilité des États, en tout cas en ce qui me concerne, me paraît lourdement engagée. Puisque vous mentionnez ce fait, c'est en effet un des aspects les plus frappants de la crise. Tous les comportements qu'on avait reprochés de la part des politiciens, notamment le président français, aux responsables des marchés financiers se trouvent concentrés dans des institutions publiques.
La crise a éclaté en Europe dans des banques publiques allemandes, la WestLB, la Sachsen-LB, IKB, une banque, une succursale. C'est justement là où les responsables de ces institutions ont fait des placements excessivement risqués, on pourrait dire poussés par l'avidité, où ils ont fait jouer l'effet levier autant que possible, au maximum. Donc ce n'étaient pas les fameux hedge funds qui sont tant décriés aujourd'hui, qui ont pratiqué. Il n'y avait pas de problème de hedge fund dans la crise actuelle, mais il y avait un grand problème dans les institutions de crédit public. Les hedge funds n'ont fait que contribuer eux aussi à leur façon à l'aggraver, dans la mesure où ceux qui avaient placé de l'argent chez eux, ayant perdu ici, voulaient se refaire là, et donc les hedge funds étaient obligés de vendre là où ils pouvaient, et c'est ce qui fait que la crise est devenue mondiale, parce que vous pouviez parfaitement avoir un emprunteur de Hong Kong qui avait besoin de son argent, et ils vont vendre une valeur française pour le payer. Donc voilà, on est dans une situation où c'est la mondialisation qui, en soi, n'est pas responsable de la situation. Elle est responsable simplement du fait que, quand il y a des conséquences, elle touche tout le monde. Mais on ne peut pas avoir à la fois une division du travail internationale qui profite à tout le monde sans s'exposer à les répercussions négatives des comportements ailleurs dans l'économie mondiale. Voilà. Alors, bon, nous allons maintenant vivre, forcément, une période de vérité. C'est un petit peu cela. Alors cette vérité sera ou différée. Ça a été le cas du Japon, qui a injecté énormément d'argent sans succès. Rappelons quand même à nos téléspectateurs que au Japon, en 1989, l'indice boursier, l'indice Nikkei, a voisiné les 40 000 points. Aujourd'hui, il est autour de 8 000. Donc le Japon ne s'est jamais vraiment rétabli. Vous me direz qu'il n'y a pas que les indices, mais enfin, quand même, c'est un signe parmi d'autres. Tout simplement parce que c'est ce que signalait un économiste dans un journal hier. Il disait au Japon, on a fait 6 000 milliards de travaux publics et autres, c'est-à-dire qu'on a bétonné le pays, mais il n'y a pas eu d'incidence sur l'ensemble de l'économie. Alors c'est justement là qu'on revient au traitement, penchons-nous un peu sur le cas français, au traitement que le gouvernement français veut injecter dans l'économie française. Est-ce qu'il y a une chance, une simple chance, que ces injections d'argent, qui seront de toute façon limitées, c'est peut-être le bon aspect des choses, par l'impécuniosité de l'État, est-ce qu'il y a une chance que ce type de traitement aboutisse à quelque chose? Les objectifs effectifs sont entièrement politiques. Il s'agit d'apaiser les groupes de pression, ou les groupes politiques les plus présents dans l'organisation politique du pays. D'un point de vue économique, c'est-à-dire du point de vue des intérêts matériels de la nation, il n'y a pas d'impact positif, il y a gaspillage de ressources. Et ceci vaut quel que soit le pays, ce n'est pas seulement en France, mais aux États-Unis aussi. Et je partage entièrement votre opinion. Le seul aspect positif, c'est qu'il y a uniquement un programme de relance de 25 milliards d'euros, ce qui n'est pas finalement grand-chose. Voilà, par chance. Oui. Alors effectivement, nous allons nous trouver là dans une situation qui va forcément être douloureuse, il ne faut pas se faire la moindre illusion. Nous savons déjà, et vous savez, quand on regarde, vous le faites sûrement comme nous, vous regardez un peu les actualités télévisées, donc on voit bien des salariés désespérés, très souvent, humainement parlant, c'est absolument terrible. Mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État d'expliquer, alors non pas aux salariés qui sont dans le malheur, parce qu'ils n'ont besoin de personne pour le savoir, mais d'expliquer à la nation comment on va faire pour s'en tirer. Or, manifestement, le discours actuel du président Sarkozy consiste à dire, attention les banquiers, si vous payez, vous allez voir, on va vous... Je ne sais pas d'ailleurs pas ce qu'ils vont leur faire, parce qu'ils ne peuvent rien leur faire. J'ai vu une émission hier soir avec le titre « Est-ce que les banques jouent le jeu ?» Voilà. Donc on sauve les banques maintenant, mais maintenant les banques devraient aussi octroyer des crédits un peu à tout le monde. Et c'est justement ça qui est faux. Que les banques gardent les fonds que l'État leur prête, il y a une redistribution. Les banques sont sauvées, le reste s'écrase. C'est injuste, je trouve aussi. Mais étant donné la donne, donc ils ont obtenu ces fonds, c'est tout à fait rationnel de la part des banques de les garder, parce que ce serait malsain de les investir, étant donné la situation actuelle. Il faut effectivement couper quelque part. On ne peut pas continuer comme auparavant et essayer de tout maintenir avec des crédits faciles. Alors, autre élément très important, qui va
c'est mon analyse depuis très longtemps, à avoir des conséquences redoutables. L'État-providence, en tout cas dans sa forme actuelle, est mort. L'État-providence, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat du travail constant d'une économie, d'un pays qui arrive à dégager des profits, puis au bout d'un moment on vous prend une partie de ces profits, puis on vous en prend de plus en plus, et on vous en prend tellement qu'au bout d'un moment vous ne faites plus de profit, et donc votre entreprise s'effondre. Nous sommes dans ce cas-là en France. Et je dois dire que j'accueille avec faveur, même si je sais qu'il y aura des souffrances et qu'elles seront injustes pour les individus, puisque eux n'y sont pour rien, ils n'ont rien décidé. Ils ont quand même consenti d'une certaine manière, mais ils n'ont rien décidé. Et bien, malgré tout, je pense qu'en vertu de vos théories, que j'approuve entièrement, à savoir que les institutions injustes vont être détruites. Mais espérons qu'elles seront, elles, détruites et qu'elles ne vont pas nuire au reste de la population. Parce que vous y avez fait référence tout à l'heure, effectivement, ce qu'il faudrait faire, une véritable élite sociale, expliquerait aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire, aux Français, quelle est la véritable situation, et n'essayez pas de vendre un programme qui est finalement destiné à laisser les choses en place, à ne pas déranger ceux qui sont au pouvoir. En fin de compte, c'est ça la finalité de tous les programmes de relance. Il s'agit de maintenir des entreprises et donc des propriétaires actuels dans leur position. Tandis que si on laissait le marché agir, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'épargnants, il y aurait un remaniement plus ou moins important. Donc on dérangerait pas mal de choses. Il y a aussi un autre aspect que vous avez signalé dans vos écrits, à savoir que quand une décision est prise, prenons le cas d'une aide qu'on attribue à tel ou tel secteur d'activité ou à tel ou tel secteur de la population, ces personnes y trouvent évidemment un grand intérêt et un grand avantage. Mais le malheur, c'est qu'il y en a d'autres qui, pendant ce temps-là, sont pénalisés. C'est la fameuse théorie de Bastia, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et c'est ça précisément qui est l'erreur des politiques. C'est-à-dire qu'à force de distribuer des avantages catégoriels, ils finissent par brouiller la vision de l'ensemble du pays. Et de ce point de vue-là, j'estime que la vision de Bastia, de l'école autrichienne, est une vision très pédagogique, parce qu'elle explique, en tout cas elle essaye d'expliquer pour ceux qui veulent bien comprendre, qu'on ne peut pas faire de miracle en prenant aux uns pour donner aux autres. Voilà. Et c'est ça qui est, de ce point de vue-là, très important, et je déplore, et c'est même ce que nous sommes en train d'essayer de corriger aujourd'hui, notamment, je déplore qu'il n'y ait pas suffisamment d'intellectuels porteurs de ces idées qui soient entendus sur des antennes nationales. J'espère que votre passage à Reichsmann TV aidera nos compatriotes à y voir un peu plus clair. Mais est-ce que nous sommes, nous, Français, dans une position particulièrement délicate à ce point de vue-là? Parce qu'il y a quand même des pays où on écoute un peu plus les économistes qui disent ce genre de choses. Aux États-Unis, ils ne sont pas quand même bannis comme ils le sont en France. Oui. Bon, comme vous l'avez dit à l'instant, le problème d'un État-providence dans une crise, c'est qu'il bloque, il rend les réajustements plus difficiles, parce qu'il faut le financer. Donc chaque nouveau projet d'investissement qui est lancé part avec la lourde obligation de verser 30% ou je ne sais pas quel montant exact à l'État du profit. Alors, le profit des entreprises est précisément la source la plus importante de l'épargne qui se forme au sein de l'entreprise et donc qui sert à augmenter les investissements. Si l'on taxe tout cela, mais évidemment, les ajustements à la nouvelle situation deviennent de plus en plus lentes si elles se font du tout. Est-ce que vos étudiants sont ouverts à ce genre de propos? Ou est-ce qu'ils sont... Donc, ils sont ouverts? Oui, ils sont ouverts. La génération précédente, pas du tout. Bon, je ne peux pas avoir le cœur de chaque étudiant, mais j'ai quand même l'impression d'une grande ouverture à différentes idées, parce qu'on s'aperçoit quand même que quelque chose cloche. D'un côté, il y a les énormes interventions des banques centrales, des centaines de milliards d'euros, et puis les programmes de relance par les États, sans effet apparent. Donc si la mise en œuvre des moyens aussi puissants ne peut pas sauver l'économie, peut-être il y a une erreur quelque part sur le plan intellectuel. Et donc il y a grande ouverture d'esprit, une curiosité. C'est certainement pas le cas que tous mes étudiants partagent mon opinion. Ce serait regrettable d'ailleurs. Mais donc il note bien qu'il y ait différentes opinions en ce qui concerne l'analyse des causes du malaise financier et économique actuel et aussi des remèdes qui seraient à mettre en œuvre. Et bon, alors pour une faculté d'économie, c'est certainement
bien pour les étudiants d'être confrontés à différentes opinions. Et c'est bien aussi probablement d'être confronté à de véritables travaux pratiques, grandeur nature, puisque il suffit de suivre l'actualité au jour le jour pour savoir si les théories s'ajustent ou ne s'ajustent pas. De ce point de vue, pour un professeur, c'est quand même c'est très intéressant. Oui. Et je dois même dire que je n'ai jamais eu autant d'intérêt exprimé de la part des étudiants que ce semestre. Oui. Et d'un autre côté, le fait que la tribune vous ait accordé une surface très importante et un article très important également est aussi un signe d'évolution, parce que il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps pour savoir à quel point toute expression de nos idées, parce que je me permets de nous associer, nous et beaucoup d'autres, dans ces idées, était sinon bannie ou censurée, du moins traitée par le mépris. Vous pensez ça, c'est possible, pensez ça dans votre coin, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà en substance ce qu'on nous disait. Là, tout d'un coup, ça semble bouger, et c'est le grand avantage de la nécessité. Vous savez, je crois que c'est Jean Monnet qui disait que l'homme ne voit la nécessité que dans l'urgence, et il ne voit l'urgence que dans la crise. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien observé, parce que la crise présente des opportunités. Voilà, des opportunités. Bien qu'elles soient douloureuses. Voilà. Et actuellement, le véritable enjeu de la crise actuelle, me semble-t-il, c'est de savoir si nous allons en sortir par le haut, c'est-à-dire en ayant réglé les problèmes qui ont provoqué cette crise, ou si nous allons nous y enfoncer encore plus. Je ne sais pas si vous avez un pronostic en ce qui concerne la France et les États-Unis. Il m'a semblé comprendre que vous pensiez que les États-Unis, à terme, s'en sortiraient mieux. Le problème de base, alors pour s'en sortir, il faut avoir d'abord des idées justes, ou en tout cas plus justes. Et là, nous avons toujours un grand problème en France, parce que le discours qui domine dans les cercles de la politique est quand même très loin de la réalité. De ce point de vue-là, on est plus avancé aux États-Unis, donc du moins on discute de la nécessité, de l'utilité des programmes de relance, tandis qu'ici j'ai l'impression que c'est pris comme une évidence qui va de soi. Oui, l'État peut et donc devrait aussi relancer la croissance de l'économie. Donc on a quand même encore pas mal de travail à faire sur le plan des idées, mais les idées sont en train de bouger. Donc je note de plus en plus d'articles écrits non seulement par des libéraux confessés, mais aussi par d'autres gens, d'autres sphères de la vie, qui prennent conscience du fait, voilà, il y a dans cette analyse autrichienne de la crise, il y a des points importants de vérité, et qu'il faut donc mettre un grand point d'interrogation derrière la possibilité de relancer l'économie par des interventions encore plus poussées. Alors il y a une barrière qu'il va falloir franchir, qui me paraît d'ailleurs la barrière la plus dangereuse, c'est la barrière des médias. On l'a évoqué justement à propos de vos articles, mais il est certain que nous avons encore en France beaucoup de travail, car le débat n'est pas ouvert, pas véritablement. Il y a ici ou là une ou deux petites tribunes, entre guillemets, télévisées ou radiophoniques, où l'on peut s'exprimer, mais au fond, les heures de grande écoute sont fermées à un véritable débat. Donc, le souhait que je forme, c'est qu'on vous entende, vous et quelques autres, sur les antennes des grandes chaînes publiques, et elles n'ont plus de publicité. Donc maintenant, elles vont pouvoir peut-être accueillir des gens qui disent des choses qui n'ont pas de grand rapport avec la publicité, avec la réclame. Car le reste, c'est souvent de la réclame. Guido Hülsmann, il me reste à vous remercier très vivement d'avoir participé à cette émission. Avec grand plaisir. Et à vous remercier surtout de répandre les bonnes idées, permettez-moi de les qualifier ainsi, et de le faire à la fois sur la rive américaine de l'Atlantique et sur la rive française. Et en plus, vous êtes une parfaite illustration de l'esprit européen, puisque vous êtes allemand et vous parlez un français parfait, et que vous enseignez à des Français l'économie à la faculté d'Angers, dans la douceur angevine, qui est probablement une des dernières consolations qui nous reste dans la situation actuelle. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier également de nous avoir suivis. J'espère que nous vous avons éclairé, en tout cas, au moins en ce qui concerne le professeur Hülsmann, qui a été d'une grande clarté. Gardez courage, aucune crise n'est éternelle. À bientôt. Vive la France.